Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de cet accueil. Sachez que l'enthousiasme est évidemment partagé pleinement. Et puis aussi un petit mot, une pensée pour Zineb Rachedi qui ne peut pas être parmi nous ce matin. Peut-être pour démarrer ce temps de conférence, hop, je passe quelques diapos. Et voilà. Peut-être pour démarrer ce temps de conférence, je voulais partager avec vous les thèmes que je vous propose d'aborder. Premier élément, on a beaucoup échangé hier sur partenariat, réseau, collaborer, coopérer. Est-ce que c'est vraiment la même chose ? Pas tout à fait, mais quels enjeux communs on peut tracer pour justement se questionner ensemble ? Deuxième élément qui me semble aussi important, c'est cette question de la culture d'établissement et du fonctionnement en silo qu'on a pu partager comme constat hier avec un certain nombre d'ailleurs d'expériences partagées qui montrent qu'on est capable de pouvoir décloisonner. Et est-ce que ce décloisonnement ne fait pas sens dès lors qu'on travaille sur une culture commune, inclusive, partagée ? Troisième élément, je voulais mettre en exergue quelques exemples de collaboration gagnant-gagnant pour les réussites. Moi, j'aime bien parler des réussites étudiantes. Je trouve que ça permet aussi d'appréhender l'enseignement supérieur dans la diversité de sa fonction sociétale, sociale et de formation et d'insertion professionnelle. Et puis, je voulais conclure aussi avec vous sur une interrogation, un partage d'une réflexion qui me semble d'actualité. On a eu un certain nombre d'initiatives commémoratives, on va dire, des 20 ans de la loi du 11 février 2005. Et puis, il me semble, du coup, que 20 ans après, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur l'évolution de la place des structures handicap ? En quoi est-ce que, à un moment, le fait que, en 2013, les schémas directeurs pluriannuels de la politique du handicap entre dans la loi, entre dans le code de l'éducation. En quoi est-ce que le paradigme inclusif, avec cette perspective de construction de l'université inclusive qu'on voit au travers des différentes et des récentes politiques publiques, ont un effet, ou non, sur la place des services et leur positionnement au cœur des établissements. Et il me semble que cette interrogation, elle permettra aussi de faire le lien avec les interventions suivantes et la table ronde suivante, centrée en particulier sur la question de l'accessibilité. Donc voilà, c'est aussi ces éléments-là de réflexion que je vous propose de partager. Avant de démarrer, je vais me permettre de dire un petit mot sur ce qu'est l'INSEI, Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l'Éducation Inclusive. Des collègues l'ont évoqué à travers sa revue hier, la nouvelle revue Éducation et Société Inclusive, dont le prochain numéro, effectivement, est consacré à l'enseignement supérieur et je les en remercie. Mais peut-être juste pour un peu préciser, c'est donc un établissement sous double tutelle, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Enseignement supérieur, avec une fonction d'enseignement, des enseignants du primaire, de secondaire, des enseignants spécialisés dans le cadre de la formation continue, des directeurs et directrices de SECPA, et puis une fonction d'enseignement supérieur avec des diplômes universitaires, un master, avec différents parcours de master. J'en profite d'ailleurs pour saluer celles et ceux qui sont passés par CDU et ces masters ces dernières années et qui sont présents dans cette salle, et également une fonction de recherche avec un laboratoire de recherche et un pôle ressources. Voilà. Petit page pour mieux situer aussi d'où je parle et à quel titre je vais pouvoir échanger avec vous ce matin. Je vais juste mettre le timer, parce que si je n'ai pas le timer, ça va être plus difficile. Hop, voilà. Alors justement, pour se questionner, je voulais partager avec vous cette diapositive sur les différentes formes de collaboration qui a été travaillée par l'arrivée en 2003 et qui va définir les différentes formes de collaboration en articulant 3 dimensions différentes, complémentaires, dirait-on. Le degré de relation, le degré d'engagement et le degré de consensus. Et à partir de ces 3 dimensions,
il va expliciter les différents termes que parfois on utilise les uns pour les autres, mais il va montrer qu'il y a effectivement différents niveaux dans les formes de collaboration. La consultation, l'information mutuelle, je laisse un post-it sur ton bureau, la concertation, la coordination, hein, on va avoir des temps effectivement qui permettent de se concerter. L'étape suivante étant le partenariat et la coopération, hein, on voit comment effectivement les trois dimensions dont je parlais vont permettre de s'accrocher les unes aux autres pour faire sens commun. Et puis le dernier niveau qui est le niveau de la fusion, de la cogestion, hein, là on est vraiment dans l'alignement, va-t-on dire, de ces différents degrés. Je voulais aussi partager cette diapositive avec vous parce que je trouve qu'elle vous permet aussi individuellement, peut-être collectivement, avec vos collègues aussi, de vous dire, bah tiens, nous, par rapport à tel service, par rapport à tel autre, la façon dont on travaille, où est-ce qu'on va se situer? Est-ce que dans nos échanges, on est juste sur une consultation? Et encore, ou est-ce qu'on a des temps de concertation qui vont permettre de mettre en perspective un certain nombre de choses? Ou est-ce qu'on est dans le partenariat, la coopération, en lien avec ce que Serge Thomaset a pu nous dire hier? Voilà. Et donc, petit élément d'interrogation, vous aurez bien évidemment le support et pourrez utiliser aussi dans vos échanges futurs avec vos collègues cette diapositive. Pourquoi est-ce que je voulais démarrer là-dessus? Quand on parle de la place des services et de la coopération des services, et qu'on se positionne en tant que structure handicap, le premier service qui vient à l'esprit, c'est évidemment le service de santé étudiant, avec qui vous avez des relations au moment de la loi de 2005 et puis des différents travaux qui ont émergé après. Il y a eu aussi des positionnements qui ont été pris, des choix qui ont pu être faits et qui, dans la traduction dans les établissements, se sont appuyés à la fois, et on l'a vu hier dans l'intervention de Fabrice, hein, sur l'histoire d'un territoire en lien avec l'histoire d'un établissement, de la façon dont les choses existaient avant la loi, parce qu'évidemment, la loi, elle a acté un certain nombre de choses préexistantes, hein, elle n'a pas tout découvert. Et donc, on est aussi sur cette logique-là, hein, sur ces relations qui existaient parfois depuis très longtemps et qui perdurent plus ou moins, ou qui ont évolué. Hein, ça, c'est aussi des échanges importants à voir. L'autre élément sur lequel je voulais aussi peut-être insister par rapport à ce que disait Serge Thomaset hier, c'était évidemment la structure handicap, le service handicap ne peut pas faire seul. Et évidemment, quand il a dit ça, tous et toutes, je vous ai regardé, vous avez acquiescé. Bien sûr, on ne peut pas faire seul. Mais on est dans un environnement qui est un environnement marqué par la complexité. Qui est marqué par la complexité, qui demande, ce que disait aussi Serge Thomaset hier, de passer et de réfléchir, donc de passer des besoins des étudiants aux besoins des professionnels. Dans un établissement d'enseignement supérieur, il y a une diversité de métiers, il y a une diversité de fonctions, il y a une diversité de postures, il y a des hiérarchies aussi différentes. On est dans cette complexité-là aussi. Et donc, les besoins des professionnels vont être aussi complexes, multiples et divers. Et puis, ce que Serge aussi, ce sur quoi il a insisté, c'est sur la question du dilemme. Et en fait, c'est de ça dont on va parler ce matin. Cette question du dilemme dans les relations, dans la coopération entre services. Comment est-ce qu'on identifie ce dilemme? C'est-à-dire identifier le fait qu'il y a une question. Il n'y a pas forcément un problème. Il y a une question. Et une question, ce n'est pas toujours un problème ou une difficulté. Et une fois qu'on aura identifié ce dilemme, on va pouvoir créer, proposer, chercher les relais, parfois les appuis, parce que parfois ils sont nécessaires, pour effectivement trouver un espace de négociation qui va permettre de travailler les expertises croisées dans la problématique qui est proposée par les collègues d'Apache, que je remercie ce matin, celle de la réussite et des réussites étudiantes. Donc c'est bien sur ce fil conducteur-là qu'on va aussi être amené à s'interroger sur qui, à quelle expertise, à quel moment on la croise, pourquoi faire, dans quel objectif, la réussite des étudiants et des étudiantes en situation de handicap. Je pense que... Non, c'est bon. Alors, pour les enjeux, j'en ai listé un certain nombre. On pourrait
en trouver évidemment d'autres, et je pense qu'il y en a plein qui vont vous venir à l'esprit sur le temps d'échange, on pourra les évoquer. Mais la proposition, c'était d'identifier, comme très souvent, les obstacles et les leviers. Alors je vous en propose certains. Quels pourraient être les obstacles à la coopération? L'incompréhension de la dimension collaborative des métiers. Cette image de l'enseignant seul dans son TD, seul dans son amphi, qui travaille seul, qui n'a pas d'espace d'échange avec ses collègues, qui va pas forcément partager ses supports pour s'assurer que le CM correspond bien avec une autre personne qui va faire le TD, ce qui nous semble plutôt cohérent. Voilà, cet élément-là est évidemment important. Le conflit d'expertise, ça c'est quelque chose que je vous vois sourire, vous connaissez tous les uns et les autres. Qui est expert sur quoi? Qui est expert de quoi? Et comment est-ce que je m'assure que dans une relation qui devrait être d'égal à égal, on puisse partager cette expertise? Or, on sait que dans les relations humaines, certaines expertises ont tendance à être surplombantes. Et je ne donnerai pas d'exemple puisque vous savez de quoi je parle. La question de la réglementation et de ses cadres. Je dis toujours, je fais beaucoup de cours de réglementation, je dis toujours, la réglementation, c'est le cadre pour agir. C'est pas une contrainte, c'est un cadre qui permet d'agir à partir des principes et des valeurs du système éducatif que nous partageons. Mais parfois, il peut y avoir des réglementations qui sont pas tout à fait d'équerre et qui font qu'au lieu d'être le cadre pour agir, il peut y avoir des conflits. Donc évidemment, un enjeu particulièrement important là-dessus. La question de l'expression claire des besoins, c'est pas facile d'exprimer dans mon activité professionnelle par rapport à mes problématiques actuelles, de quoi est-ce que j'ai besoin? Parce qu'avoir besoin de quelque chose, c'est de dire qu'évidemment seul, on ne peut pas y arriver, mais c'est aussi être capable d'aller chercher une autre expertise et de dire je n'ai pas toute l'expertise. Et parfois, on aime bien aussi se dire là-dessus, c'est moi, et j'y vais. Or, on voit bien, et on l'a vu hier après-midi d'ailleurs, quand les collègues parlaient d'aller chercher l'expertise du PCPE, etc., qu'il y a un enjeu important là-dessus. On ne peut pas tout faire seul, ce que je disais au début. Et puis, il y a une question de lisibilité et d'illisibilité, parfois des organigrammes qui sont peu lisibles dans les faits, ou sur l'organigramme lui-même, c'est toujours, il y a la réalité, il y a le papier, tout ça. Et puis la question du pouvoir, on aura l'occasion d'y revenir. Les établissements d'enseignement supérieur sont des organisations avec des tensions, des conflits, parfois de l'harmonie, pas toujours, du débat, et le débat c'est évidemment très sain. Et puis il y a des questions de pouvoir hiérarchique, mais pas que. Du pouvoir interrelationnel qui va aussi exister parfois, qui interroge les coopérations. Pour qu'il y ait coopération, pour qu'il y ait un partenariat, il faut que les personnes soient considérées et se considèrent d'égal à égal. À partir du moment où on va rentrer dans des relations de hiérarchie, de pouvoir, etc., évidemment, les échanges ne peuvent pas se faire dans ce cadre-là. Heureusement, il y a des facilitateurs. Ouf. D'ailleurs, j'ai fait exprès de mettre plus de facilitateurs que d'obstacles. Voilà, on est vendredi matin, après c'est le week-end, il faut partir avec des éléments positifs. Dans les facilitateurs, il y a le fait de discuter de la coopération et de donner du sens à ce qu'est la coopération. On coopère dans un objectif par rapport à des dilemmes qu'on a identifiés. Il y a la question de l'intercompréhension du rôle et des compétences de chacun. Dans cette discussion sur les acteurs, mais que, évidemment, on retranscrit aussi dans cette discussion sur l'articulation entre les services, qui est compétent sur quoi? On n'est pas compétent sur tout. Qui est compétent sur quoi? Et surtout l'identification de à quel moment je vais aller chercher tel service. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'emboliser d'autres services sur certains sujets qui ne les concernent pas non plus. Comme on sait que les services handicap, très souvent, sont embolisés de sujets qui ne les concernent pas, mais parce qu'il y a un étudiant en situation de handicap qui arrive et du coup, hop, tout de suite,
c'est des exemples connus et vécus. Il arrive sur la dalle de Jussieu à l'époque, et donc on appelle les pompiers pour pouvoir l'emmener au service handicap pour qu'il aille en cours après. Bon, l'étudiant, il arrivait pour aller en cours, il n'y avait pas besoin d'aller... Donc on voit bien comment on peut emboliser aussi par rapport à cet exemple. Une question évidemment sur l'implication des acteurs, la répartition des rôles et la coordination. On sait que dans la dimension des métiers, et il y a eu une conférence là-dessus à Bordeaux, me semble-t-il, lors de précédentes JNRH, il y a toute une partie de ce qu'on appelle le sale boulot, mais qu'on est quand même obligé de faire. Voilà. Dans tous les métiers, il y a une partie de sale boulot. Bon. Le mieux, c'est de se le répartir, qu'il n'y ait pas une personne qui ne fasse que le sale boulot. Petite parenthèse. Mais il y a aussi une partie, et c'est là que je fais le lien aussi avec l'implication, il y a une partie du métier, et certains collègues ont eu des formules là-dessus aussi hier. Qu'est-ce qu'on va faire de plus par rapport aux attendus? Parce qu'on travaille avec des étudiants en situation de handicap, en situation de vulnérabilité, et où est-ce qu'est le métier? Où est-ce qu'est ce qu'on fait en plus? Qui peuvent être des heures en plus, mais qui peuvent être aussi une partie d'engagement, voire de bénévolat, qui peut y avoir. Et évidemment, ça réinterroge aussi l'articulation entre les acteurs et les services. Parce que dans ce cas-là, quand on fait un peu plus, y compris celles et ceux qui seraient censés le faire, ont tendance à déléguer, puisque d'autres le font déjà. Donc une réflexion aussi sur cette dimension de la coopération qui me semble intéressante. Un enjeu sur la bonne communication et le partage d'informations. Bon, ça, c'est des éléments qu'on a déjà évoqués, et puis que une des étudiantes hier après-midi a évoqué aussi. Je ne savais pas à qui m'adresser. Quelle information dois-je communiquer? Comment est-ce que les enseignants sont au courant que j'ai des aménagements? Comment est-ce que je ne suis pas obligée de redire 50 fois la même chose? Bon, tous ces éléments-là aussi, évidemment, qui sont particulièrement importants et qui permettent d'asseoir la communication, parce que la coopération, pardon, parce qu'il y a cette communication et cette information qui est partagée. Il y a évidemment dans les enjeux une question de temps, de temporalité. Les semaines ne font pas 70 heures. Voilà. Et il n'y a pas 100 semaines dans l'année non plus. Donc il y a aussi cette question-là qui est importante. On a évoqué hier la question des moyens humains, dès le début d'ailleurs de la matinée des structures handicap. Je fais ce lien avec les moyens humains parce que le temps, c'est aussi de pouvoir partager le temps, mais un enjeu important de ce point de vue-là. Et puis, dernier élément qu'on évoque moins souvent, et puis j'en parlais ce matin à Pierre notamment, mais sur la question de l'échange de pratiques. Voilà. La question de l'échange de pratiques, évidemment au sein des services, y compris l'échange de pratiques professionnelles, comment on travaille ces questions-là dans l'enseignement supérieur, on va dire qu'on en est aux prémices des prémices. Ça frémit un petit peu. Et en lien avec cela, le fait de pouvoir se former ensemble. On a évidemment l'habitude qui est plutôt des formations par service ou par grande question. L'accessibilité pédagogique, le service handicap va faire sa formation, le service d'orientation et d'insertion professionnelle sur les parcours, l'orientation, les dispositifs à solliciter, les problématiques d'insertion pro, les droits, etc. Mais le fait de pouvoir aussi avoir des temps où on croise les regards, enseignants, structures handicap, chargés d'accueil et d'accompagnement, psychologues de l'éducation nationale du service d'orientation et d'insertion professionnelle, ça permet aussi de croiser les expertises et de comprendre qui fait quoi à quel moment, et est-ce que quand j'agis comme ça, de comprendre, en fait, je mets en difficulté mon collègue dans son service à lui. Et ça, c'est des choses, tant qu'on ne l'a pas confronté, c'est très très difficile à identifier et à faire émerger. Et pour avoir fait parfois du théâtre d'improvisation et du théâtre forum, justement sur des situations d'étudiants avec des personnels de l'enseignement supérieur où du coup on se met à la place d'eux, tous
tous les participants me disaient « mais je comprends mieux quelle est la problématique d'un tel, parce que je me suis mis à sa place. » Alors pendant un temps, c'est 3 heures, hein, c'est pas. Je me suis mis à sa place et j'ai compris que j'avais pas tel outil, j'avais pas telle information, j'avais pas telle compétence pour pouvoir répondre, etc., etc. Donc une importance aussi de ce point de vue-là. Alors les enjeux pour les étudiants. J'ai employé ce terme qui a été utilisé très souvent dans le cadre de la simplification administrative. Dites-le nous une fois. Est-ce qu'on a obligé de tout redire au SOIP, au service des relations internationales, à la bibliothèque universitaire, au service des sports, au Crous, et puis comme ça la liste pourrait être très 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 longue. Ou est-ce qu'on a besoin de le dire qu'une fois ? Et parce qu'il y a une bonne information, une bonne communication, parce que l'étudiant est d'accord aussi pour que cette information circule, on sait ce dont on a besoin de savoir. Pas besoin de tout savoir, mais une information qui permet de ne le dire qu'une seule fois. Voilà. Et de ne pas avoir besoin de descendre en bas de l'amphithéâtre en disant à la fin du cours « mais moi, en fait, vous n'avez peut-être pas reçu, mais j'aurais besoin de... » etc., etc. Donc un enjeu important de ce point de vue-là. Deuxième enjeu, être considéré comme étudiant avant d'être considéré comme une personne handicapée. Dans un certain nombre de recherches qui ressortent, c'est donc des témoignages d'étudiants qui disent « pour moi, je suis devenu étudiant après être passé par le service de santé étudiant qui a reconnu que j'étais en situation de handicap. Et donc, quelque part, c'est la reconnaissance de handicap qui justifie que, malgré les besoins que je peux avoir, j'ai ma place en tant qu'étudiant. » Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est aussi important à prendre en considération. Et qui explique parfois ce qu'on voit sur la question des parcours, qu'à certains moments de leur parcours, les étudiants vont arrêter de faire appel à la structure handicap. Parce que soit il y a l'évolution aussi des formations fait qu'ils vont avoir des besoins différents, mais parce qu'il y a aussi une question qui est indiquée juste en dessous de stigmatisation qui est réelle. Tous les travaux sur le non-recours au dispositif en général et en particulier dans l'enseignement supérieur font le lien avec cette question de la stigmatisation, de façon vraiment très importante, quelles que soient les situations de handicap et quels que soient les besoins des étudiants. Donc là-dessus, il y a aussi un enjeu important. Et puis, je vais faire un autre lien du coup qui n'était pas forcément prévu, mais c'est sur cette question du non-recours et sur la question de l'information, lien avec la diapo précédente. Certains travaux ont montré que des étudiants en situation de, je pense notamment aux travaux de Cédric Frétigny en 2017, ont montré que certains étudiants en situation de handicap étaient connus du service de santé étudiant et du service handicap, et puis connus des autres services plus ou moins, et puis que certains étudiants en situation de handicap étaient connus juste de la BU, ou étaient connus juste par le Crous, ou etc., etc. Et donc il y avait aussi différentes façons d'être étudiant en situation de handicap dans les établissements qui réinterrogent sur la place, le positionnement de chacun, et comment est-ce qu'on s'assure que les aménagements permettent la poursuite et la réussite des études, mais permettent aussi de faciliter les parcours de formation. Et du coup, point suivant, faciliter justement l'accès aux différents services, être un étudiant à part entière. Comment est-ce que, et c'est en lien avec la question de l'émancipation et du fait de gagner en autonomie, comment est-ce que dès que j'ai un besoin, je ne suis pas obligée de passer par l'entrée forcément structure handicap, service handicap, avant d'aller faire une demande pour aller en Erasmus, avant d'aller faire une demande pour faire du volleyball de 18h à 20h le mercredi, avant de, etc., etc. Et donc, comment est-ce que les services ont aussi cette capacité, cette compétence, ce lien aussi entre services qui permettent d'accueillir, d'accompagner les étudiants, d'apporter une réponse et de jouer leur rôle comme auprès de tous les étudiants. Quelque part, d'être des services aussi inclusifs. Et puis, dernier élément sur la sécurisation des parcours de formation qui est évidemment important à rappeler. Peut-être pour tous, du coup, si on devait faire sens commun pour conclure sur ces 3 diapos, il me semblait important de souligner que ces éléments-là
Et cette question de la coopération, c'est aussi un enjeu de cohésion sociale de la communauté universitaire dans son ensemble. Et c'est ce qui permet aussi de faire sens commun. C'est ce qui permet de dire on coopère évidemment pour les parcours, pour la réussite, mais parce que également on sait que l'enjeu de la cohésion est particulièrement important de notre communauté universitaire. Et je crois que ce que disaient hier les étudiants sur... c'est Abdou qui disait ça. Pour moi, l'égalité des chances, c'est une illusion. On est dans cet enjeu-là. Comment, justement, on met en perspective tout ce qu'on peut faire ensemble, en coopérant pour l'égalité des chances, évidemment, en associant les étudiants. Et puis, autre élément aussi qui était évoqué sur cet enjeu de cohésion, c'est Cyrus, pour le coup, qui évoquait les discriminations hier, y compris un terme qui m'interroge beaucoup depuis que je l'ai entendu, qui est celui de discrimination subtile. Voilà, je me dis discrimination frontale, a-t-il dit, et discrimination subtile, évidemment. Et là, on voit bien que la communauté universitaire est impactée par ce type de discrimination subtile qu'on cache pour pas que ça se voit, mais on le fait quand même. Et on n'est pas exactement sur les tensions, discrimination directe et indirecte. On voit qu'on est sur quelque chose de plus insidieux et qui fait le lien aussi avec toutes les politiques d'établissement aujourd'hui sur égalité, diversité, inclusion. Comment les problématiques des étudiants en situation de handicap rentrent dans cet enjeu-là d'accès aux droits, de l'approche par les droits, de lutte contre les discriminations et du coup qui relaie aussi le lien vers des questions de cohésion. Voilà. Alors, une université, des services, des sites. J'ai pas pu m'empêcher de mettre des sites parce que il y a un article quelques années je crois que Dominique, tu n'y étais pas pour rien, qui avait recensé sur combien de sites internet un étudiant et un étudiant en situation de handicap devait aller s'il voulait accéder à l'ensemble des services de l'université. C'était un nombre assez impressionnant et surtout à chaque fois il n'y avait pas le même mot de passe. C'était pas la même plateforme, bref. Donc il y a aussi un enjeu de ce point de vue-là, y compris pour communiquer entre services. Est-ce qu'on a le même outil de communication ? Bref, vous voyez de quoi je parle là aussi. Et sur cette question-là, je voulais réinterroger juste 4 points. Le premier point, c'est les travaux de Crozier sur la question de l'organisation comme un construit humain et voilà, pouvoir aussi réinterroger le fait que les établissements, ils sont constitués d'acteurs. Ils sont constitués d'acteurs, ils sont constitués de services qui vont avoir des stratégies d'acteurs, des stratégies de services, qui vont parfois demander des changements, qui vont parfois appeler à des ajustements. Vous savez, cette question de l'ajustement permanent. On est tout le temps en train d'essayer d'ajuster les choses. Et parfois, un côté s'ajuste sans prévenir l'autre. Et du coup, on n'est plus dans l'ajustement. Et là, on est dans des zones beaucoup plus complexes de conflits, parfois, et d'opposition. Et puis, tout ce qui relève aussi des incertitudes des organisations, et en particulier des établissements, quand on change les processus, quand un nouvel acteur arrive, quand on va recruter, quand on utilise un nouvel outil, et que tout le monde découvre que voilà, il y a un nouvel outil qui arrive. Et ces éléments-là, ils vont réinterroger aussi la place et le positionnement de chacun, la place et le positionnement des services, la question de leur autonomie, de leur relation à une certaine hiérarchie, de leur relation également au pouvoir. Et ça peut effectivement créer un certain nombre de tensions particulièrement importantes. Et puis le deuxième élément que je voulais évoquer, c'est Gardou qui dit ça, le handicap, c'est un miroir grossissant, un amplificateur, un révélateur de tous les dysfonctionnements. Et ça se voit dans toutes les organisations. Quand je parle organisation, je parle école, enseignement supérieur, emploi, évidemment, entreprise. Les situations de handicap, elles vont impacter, elles vont mettre en lumière des choses que jusqu'à présent, on avait réussi, plus ou moins,
à mettre de côté ou en tout cas à s'en satisfaire. Et ça, c'est un élément aussi, je pense, qui nous interroge tous et toutes. Troisième élément, alors je disais, voilà, il y a des tensions, il y a parfois un peu des frictions, etc. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des cultures d'établissement liées à leur histoire, liées au territoire, liées au moment où ces établissements ont été créés, liées à des politiques, évidemment, d'établissement. Et je voudrais juste rappeler une anecdote. 2014, au ministère, il y a une conférence sur la mise en place des schémas directeurs pluriannuels avec plusieurs universités qui viennent présenter leurs difficultés, mais surtout ce qu'elles ont fait de bien. On ne va pas se mentir. Je suis filmée, mince. Et ça m'avait marqué parce qu'une université présentait son schéma directeur avec comme fil conducteur la question des valeurs. La question des principes, l'humanisme, la dimension inclusive, même si c'est un peu anachronique parce qu'on n'utilisait pas trop ce terme-là il y a 10-11 ans. Et puis une autre université présente donc son schéma directeur et très explicitement dit, ben voilà, on va bientôt être obligé de contribuer au FIP. Donc nous, notre objectif, c'est de ne pas payer. Voilà, c'est de contribuer quasiment à rien. Donc, on a construit notre politique d'établissement là-dessus, avec pour objectif 0 € au FIPHFP. On voit bien qu'il y a des cultures d'établissement très différentes. Voilà. Avec des valeurs qui, certes, sont partagées, liées au système éducatif, etc., mais des mises en œuvre qui peuvent relever aussi d'objectifs et de projets différents. Et on se doute bien que dans ces deux établissements, le positionnement, la posture, la place de la structure handicap ne devait pas être tout à fait la même. Les enjeux, probablement, pas les mêmes non plus, avec probablement quelque chose de plus axé sur l'insertion professionnelle et l'emploi dans la seconde que dans la première. Peut-être pas, ou en tout cas à égalité. Bon. Voilà, mais c'était aussi pour souligner cet élément-là. Et ce qui est très paradoxal, et ça on le voit sur les travaux qui ont pu être faits sur la mise en œuvre de la loi de 2005 dans les établissements, c'est qu'il commence à y avoir une politique ministérielle, bon, même si les premiers textes datent du début des années 90, et puis qu'il y a des références dans la loi de 75, donc non plus il n'existait pas rien, mais il y a quand même un paradoxe sur le fait qu'il y a une politique ministérielle structurée, bon, même s'il a fallu attendre 20 ans pour avoir la circulaire de mise en œuvre de l'article 20 de la loi de 2005. Mais mine de rien, une politique ministérielle structurée à un moment où, 2007, loi responsabilité des universités, il va y avoir ce champ d'autonomie, alors qui est beaucoup moins important que dans d'autres pays européens, mais il va y avoir ce champ d'autonomie qui va effectivement s'ouvrir. Et on voit bien que là, il peut y avoir aussi des tensions, des crispations. Il y a eu pendant de très nombreuses années, y compris au GNRH, ça a pu être un sujet, alors pas forcément en plénière, mais en tout cas discuté. Comment est-ce qu'on est sûr que le service handicap va rester ? Comment est-ce qu'on est certain qu'avec un changement de présidence, je crois qu'une des évolutions, c'est que 20 ans après, personne ne remet en cause le fait qu'il y ait des services handicap. Au contraire, la question, c'est comment on les renforce, comment on les repositionne, comment est-ce qu'y compris ils peuvent avoir de nouvelles missions, comment est-ce que l'impact de la dimension inclusive peut également, peut également entrer en considération, etc. Et pour une petite illustration, je suis allée chercher le guide vers l'insertion professionnelle qui a été travaillé en 2012, au moment où il y a une des actions de la GFIP vis-à-vis des étudiants qui s'arrêtaient, puisqu'une des missions de l'enseignement supérieur étant l'insertion professionnelle, il n'y avait pas de raison que la GFIP maintienne cette mission-là. Et du coup, on avait travaillé à l'époque, sur le parcours de l'étudiant, en positionnant le service public d'orientation, et puis en essayant de positionner la structure. Alors, on disait bien structure, parce qu'il y a tout le débat, mission, service, on va passer là-dessus, le service handicap par rapport aux autres services de l'établissement. Et encore, alors certains ont changé de nom depuis, évidemment, d'autres services se sont rajoutés aussi depuis, voire d'autres missions. Donc, je voulais aussi le partager parce que je pense qu'il y a un enjeu à pouvoir en refaire un exemplaire plus récent. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de dire où est-ce qu'on va le situer. Et là, le choix, vous avez bien vu que tout le monde est carré et que le service handicap, il est rond.
Premier élément, et essayer de le positionner à l'articulation des autres services. Et donc là, on pose vraiment la question de comment vont pouvoir se confronter les différents éléments. Alors, comme je vais essayer d'aller vite, je vais prendre juste 2 thématiques sur les 5 dont je voulais vous parler. Je vais prendre la question de la pédagogie, parce qu'évidemment, voilà. Parce qu'il faut choisir c'est renoncer, et la question des schémas directeurs. Pourquoi la pédagogie? On est dans des établissements d'enseignement supérieur dont la richesse, c'est bien l'articulation enseignement-recherche. Et on a quand même un paradoxe où parfois des recherches en pédagogie sont faites dans un établissement avec des résultats, des points d'appui, des choses qui sont produites, des outils qui sont construits, avec à côté un service, une vice-présidence, très souvent aussi à l'innovation pédagogique, mais avec, comment dire, peu de liens parfois avec les pratiques des enseignants au quotidien. Et donc là-dessus, on voit bien qu'il y a un enjeu de comment est-ce qu'on arrive, parce que dans le référentiel des enseignants-chercheurs, il y a la question de la diversité des apprenants, il y a le fait d'être au courant des nouveautés en matière de pratiques pédagogiques. Alors dans le référentiel, c'est très très bien. Tout le monde, a priori, n'a pas lu le référentiel. Mais en même temps, comment est-ce qu'on le met en œuvre? Parce que l'enjeu, c'est plutôt celui-ci. Et donc là, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à coopérer, à articuler pour que ce qui est fait au niveau de la recherche, ça puisse perler dans l'établissement. Et ça puisse, évidemment, apporter aussi des billes aux services handicap sur les discussions avec les enseignants. Ça puisse apporter des billes aux enseignants dans leurs cours eux-mêmes. Ça puisse apporter des billes aux ingénieurs pédagogiques pour qu'ils puissent aussi s'en saisir, s'approprier et proposer des choses. Comment est-ce qu'on fait pour que les personnes travaillent ensemble? C'est vraiment ça, me semble-t-il, l'enjeu. Deuxième élément, c'est sur le schéma directeur. J'ai mis et au-delà, bien évidemment. On sait, schéma directeur, articulation des différents schémas directeurs, donc en particulier le schéma directeur vie étudiante, le numérique, tous ces éléments-là. Il y a un enjeu, et cet enjeu-là, c'est de la coopération. Qui est compétent sur quoi? Comment est-ce qu'on met notre expertise en commun, avec toujours ce fil rouge, la réussite des étudiants? Et pour terminer, pour pas être trop longue, est-ce que les établissements inclusifs, c'est un nouveau paradigme qui réinterroge du coup la place des services et la façon de travailler entre services? C'est peut-être d'ailleurs plus ça qu'on pourrait interroger. On l'a évoqué, l'augmentation du nombre d'étudiants, l'évolution du profil des étudiants, aussi bien évidemment, on pourrait tout à fait le souligner, de nouveaux outils de pilotage, de nouveaux outils réglementaires, le renforcement de l'approche par les droits, que j'évoquais tout à l'heure, le développement des correspondants handicap dans les filières de formation. Comment est-ce que ça réinterroge? Quel est le lien avec la structure handicap, avec le département? Voilà, ça réinterroge aussi vraiment les fonctions et les fonctionnements. Et puis souvent, ces correspondants, il y a un binôme enseignant-administratif. Donc on voit bien là qu'on est sur aussi des questions d'intermédiaires, pour reprendre ce terme-là. Et donc, ces évolutions, évidemment, elles réinterrogent les services, elles réinterrogent les articulations entre services et en particulier comment est-ce que le service handicap peut être au cœur de l'établissement. Elle réinterroge la formation, on l'a évoqué hier et puis j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, et quelque part, elle réinterroge les valeurs et les principes aussi. Quand on est dans le paradigme inclusif, on est sur la diversité des apprenants, on est sur une approche par l'accessibilité pédagogique et didactique à visée universelle, on est sur tous ces éléments-là, et évidemment, ce sont des enjeux indispensables à discuter entre vous, mais aussi indispensables à discuter avec d'autres au sein des établissements. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Marie-Pierre, de nous avoir fait part de tes travaux, de tes expériences et de tes réflexions. Et je ne doute pas qu'il va y avoir quelques questions dans la salle. Donc, aussi, si vous avez des questions, voilà, je vois. Bertrand. Il faut le micro, ouais. Le micro arrive. Oui, merci beaucoup. C'était passionnant. Dans la question de cette coopération, tu l'as évoqué à l'intérieur des établissements.
peut-être que parce que tu avais déjà beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Quid de l'extérieur des établissements, des services médico-sociaux par exemple, des soignants, professions libérales, etc. Et avec une question, j'en profite parce que je pense que c'est une question qui est un peu en arrière-plan de toute notre discussion de ces journées qui sont passionnantes sur la coopération, c'est que la structuration législative et réglementaire en France est organisée, comme vous le savez, autour de codes, code de l'éducation, code de l'action sociale et des familles, et avec des établissements qui relèvent d'un code ou de l'autre. Et suivant qu'on est dans un code, éventuellement, il y a des choses qui vont être organisées à l'intérieur des établissements qui relèvent de ce code. Par exemple, la possibilité de transmission d'informations autour de toute la chaîne des personnes qui sont autour du soin d'une personne quand on relève du code de l'action sociale et des familles. Ça peut aller jusqu'à des assistants, assistantes maternelles. Mais par contre, rien sur l'éducation. Et d'une certaine manière, on coupe la personne, pour reprendre les termes de Serge Tomazé d'hier, on la coupe. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu as des éléments à travailler et pour essayer de le dépasser? Parce qu'il me semble que c'est quand même une forme de frontière, je ne sais pas si elle est visible ou invisible celle-là, mais qui a un impact absolument considérable sur nos activités. Alors je me permets, j'ai remis la première diapo parce que l'enjeu de l'intervention, c'était bien coopérer entre services au sein des établissements. D'où le fait que je n'ai pas évoqué les coopérations externes, qui est aussi quelque chose qui évidemment me passionne. J'ai chez moi et à mon bureau le Code de l'action sociale et des familles et de l'éducation. Ce sont mes livres presque de chevet. Et quand on aborde l'enseignement supérieur, y compris, on va chercher le Code de l'agriculture et de la pêche. On va chercher, voilà, il y en a plein d'autres, y compris le Code de la propriété intellectuelle pour répondre à est-ce que je mets ou pas mes cours en avance sur Moodle. Donc voilà, on voit qu'il y a pour cela une diversité de codes voilà, et de réglementations. Moi, il me semble que un des enjeux par rapport à l'enseignement supérieur, et c'est pour ça que c'était intéressant, tout était évidemment intéressant, mais le fait de pouvoir présenter aussi la coopération avec les PCPE hier, par exemple, on voit comment est-ce que la coopération entre l'éducation nationale et le médico-social évolue dans l'enseignement primaire et secondaire en lien avec la transformation de l'offre médico-sociale, avec ce terme d'hybridation qui commence à émerger pour parler justement de cette coopération entre les deux secteurs. Et il y a des choses qui existent dans l'enseignement supérieur, mais qui restent très anecdotiques quelque part. Le travail avec certains CESAD Pro, le fait qu'il existe quelques foyers d'accueil médicalisés, 2, peut-être 3, spécifiques pour les étudiants, etc. Mais c'est pas dans les pratiques habituelles des établissements, y compris parce que, comme tu le dis Bertrand, la question du saucissonnage de l'étudiant est une question réelle. Et interroge aussi, il y a quelques années, quand on avait travaillé sur le guide d'évaluation des besoins des étudiants, jusqu'où on va dans l'évaluation des besoins? Est-ce que, y compris, on interroge sur des besoins qui ne sont pas de la responsabilité dans le code de l'enseignement supérieur, mais dont on sait que si on n'y répond pas, il peut y avoir une rupture de parcours de l'étudiant. Donc comment est-ce qu'on s'assure aussi quelque part d'une mission d'information, pas d'orientation parce que le terme est trop fort, mais d'une mission d'information qui permet d'avoir des appuis pour pouvoir effectivement aller chercher d'autres sources. Et ce qui était montré aussi hier, comment est-ce qu'à un moment donné, il y a des cadres qui permettent ça. Et on voit bien que sur ces sujets, on est aussi sur de l'interconnaissance et de l'intercompréhension des compétences des uns et des autres. Qui fait quoi et quand est-ce que je peux aller chercher tel ou tel acteur, et là-dessus, je pense que c'est devant nous pour le coup, ces questions-là, et l'augmentation du nombre d'étudiants, l'évolution des profils, la dimension inclusive, me semble-t-il, vont plutôt tendre à renforcer ces collaborations, ces partenariats, qui parfois existent sous forme de réseaux informels. Et je fais exprès d'employer le terme de réseau, qui n'est pas exactement de même nature, mais souvent les établissements, ils sont en réseau avec la MDPH, etc., etc. Alors parfois c'est formalisé sous forme de convention, mais sans qu'il y ait du concret de mise en œuvre. Mais voilà, c'est effectivement devant nous, quoi. Ouais. Si je peux me permettre aussi, pour compléter la réponse, c'est effectivement un des grands problèmes, la coopération extérieure. C'était le thème d'hier après-midi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était de l'interne, et hier après-midi, c'était la coopération externe. Et en fait, ça interroge une chose qui est qui fait quoi, et est-ce qu'il est légitime que tout le monde essaye de faire tout ?
Voilà. Donc, bon, pour le dire un peu différemment, une université n'est pas une MDPH, une MDPH n'est pas une université. Et plus on s'ouvre, plus c'est intéressant pour la personne pour qui on travaille, moins ça devient efficace au fur et à mesure qu'on ouvre trop. Et on le sait, si le garagiste s'occupe aussi de nous faire le petit déjeuner, ce petit déjeuner, il prendra sur le temps de travail. C'est très dur de trouver le bon équilibre entre aider quelqu'un et assister quelqu'un de manière efficace et, par exemple, donner plein d'informations, parce que pour donner plein d'informations, il faut être soi-même extrêmement informé, donc prendre du temps pour ça. On est en tension dans les établissements, et donc on navigue là-dessus, c'est très intéressant. Alors, bonjour, merci Marie-Pierre, c'était passionnant. Et j'ai deux petites questions. Tu nous as montré un joli schéma avec le service handicap qui était rond au milieu de tout un tas de services qui étaient carrés, très très bien. Allô ? Ah pardon, c'est mieux, voilà. Donc voilà, donc je parlais de ce schéma avec le service handicap qui était rond au milieu de tous les services qui étaient dans des rectangles. Moi, il y a très longtemps que je suis les services handicap, même avant qu'il y ait des services handicap. Et au début, les services handicap étaient dans les services centraux, ce qui leur donnait cette position de rond qui pouvait se... Et puis, à un moment, on ne sait pas vraiment, moi personnellement, j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi il fallait absolument sortir les services handicap des services centraux. Dans toutes les universités, il faut les mettre dans un pôle. Bon. Et le pôle, c'est le pôle de la vie étudiante. Quelle connerie! Oui. Que fait le service handicap d'accompagnement des étudiants handicapés? Il s'occupe des aménagements pédagogiques. Voilà. Et quel est son positionnement logique? C'est les services de scolarité, enfin, le pôle dans lesquels il y a scolarité. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est malgré tout, enfin, on a l'impression que c'est anecdotique, mais non, c'est pas du tout anecdotique. Ça fait aussi partie de la stigmatisation. C'est avec le théâtre, le sport, voilà, c'est bien. Voilà, donc ça fait aussi partie de ça. Et puis ça lui donne aussi une position où c'est plus difficile d'aller parler avec d'autres services. Ça, c'était mon premier point. Et puis parce que j'en parle parce que tu n'avais pas conclu sur ce... Enfin, les trucs, tu n'avais pas conclu sur ce petit carré. J'ai un deuxième aspect aussi, tu as parlé des politiques... Alors, tu as dit au début que beaucoup d'universités mettent l'inclusion dans leur communication. Ah, toutes les universités sont inclusives. Très bien. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la réalité. C'est-à-dire, oui, c'est quoi la différence... Enfin, c'est quoi le rapport entre les éléments de langage qui ont été écrits par des communicants à qui on a dit faut écrire inclusivité parce que voilà, c'est moi la mode. Et puis la réalité, c'est-à-dire voilà, j'ai un bâtiment dans lequel il y a plusieurs étages. Certaines formations n'ont cours que dans ce bâtiment, il y a un ascenseur. L'ascenseur est en panne. Ah oui, mais on est aux normes. Bah oui, mais il est en panne. Ah oui, mais on a un contrat, ils doivent venir dans les 6 heures. Ils viennent dans les 6 heures. Manque de bol, la pièce doit venir d'Ouzbékistan en passant par Samarcande en caravane à chameau, et ça va prendre 6 mois. Par 8, c'est arrivé que ça prenne 2 ou 3 ans. Hein. Bon. Or, cet ascenseur, ça fait 20 ans qu'il est là, et ça fait 20 ans qu'il est en panne, parce que c'est pas la bonne technologie qui a été utilisée à cet endroit. Bon, il y a un moment, alors, je parlais de pas 8 parce que j'en viens, mais c'est pareil dans beaucoup d'endroits. Il y a un moment, il y a une grosse dichotomie entre les éléments de langage et, excusez-moi, mais les schémas directeurs sont un bon outil pour la communication. C'est pour ça que ça m'a toujours un peu agacé l'histoire des schémas directeurs, parce que oui, alors on communique, on fait des trucs, mais à quel moment on regarde la réalité, ce que vivent les étudiants, etc. Voilà. Merci. Sur le premier élément, un contre-exemple. Hier, les collègues nous disaient, eux, ils sont dans le cadre d'un pôle prévention santé handicap. Donc, pour le coup, ils ne sont pas rattachés à la vie étudiante. Moi, il me semble quand même qu'il y a un lien avec l'histoire des établissements. Quand on relit le rapport de 2006 de l'inspection générale sur les établissements d'enseignement supérieur, donc rapport qui est fait juste après la loi de 2005 pour regarder un peu où on en est,
On se rend compte, alors qu'il existe déjà un certain nombre de structures handicap avec des noms différents, des tensions sur la question service-mission, etc., que certaines effectivement sont rattachées aux services centraux. Et dans les mises en œuvre, on se rend compte qu'on est beaucoup effectivement sur la vie étudiante avant 2005, le handisport, la culture, etc. Et quelque part, la loi de 2005 et la structuration des services handicap, même si le rattachement va évoluer, on se rend compte qu'on a basculé sur une approche beaucoup plus pédagogique dans l'évaluation des besoins, dans les plans d'accompagnement, etc., etc. Et quelque part, ces dernières années, on réinterroge l'accessibilité et la dimension vie étudiante des parcours. Donc, on a l'impression qu'il y a toujours un balancier, mais qu'on n'arrive pas à voir l'ensemble de l'éventail de ce qu'on devrait pouvoir proposer aux étudiants en situation de handicap. Après, alors ça, c'est vrai, je pourrais faire ça l'année prochaine, tiens. C'est vrai qu'il y a probablement un enjeu à aller regarder de façon précise en quoi le rattachement à tel ou tel espace de l'établissement a une incidence sur la politique handicap de l'établissement, sur les pratiques professionnelles des chargés d'accueil et d'accompagnement ou pas. Parce qu'effectivement, on en a le sentiment, etc., etc., mais il y aurait un intérêt à effectivement aller creuser par une recherche cette dimension-là, même si ces dernières années, on le voit, il y a au moins 2 thèses ces 5 dernières années qui ont été publiées, qui ont été soutenues, sur la question des missions handicap, des chargés d'accueil et d'accompagnement, les praxéologies professionnelles, etc. Donc, mais oui, il y a effectivement un vrai sujet là-dessus. Et sur l'ascenseur, j'avais pris l'exemple de la chaise, mais il y a aussi l'ascenseur, la carte de l'ascenseur en panne, enfin, toutes ces situations-là qu'on connaît bien, qui réinterrogent d'ailleurs le lien avec les services. L'ascenseur en panne, ça veut dire qu'il faut un lien fort pour pouvoir changer l'emploi du temps. Donc, qui est-ce qu'on sollicite? Est-ce que c'est l'étudiant tout seul qui va solliciter son changement d'emploi du temps? Pierre fait non. Est-ce que c'est le responsable du service handicap qui va aller changer l'emploi du temps tout seul aussi? Bah non, ça marche. Bon, on voit bien, là, on est sur une question, comment est-ce qu'on trouve des logiques gagnant-gagnant pour pas perdre du temps, s'assurer que personne fait 2 fois la même chose, voire 2 choses contradictoires, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement un enjeu aussi à aller regarder ce que tu dis du coup, le prescrit et le réel. Voilà. Et on sait qu'il y a une tension entre le prescrit et le réel, dans tous les espaces d'ailleurs, et c'est cette tension-là qu'il faut aller pouvoir travailler et de regarder comment, au-delà des chiffres qui cette année n'ont pas été présentés, on va creuser la question de l'expérience étudiante, s'assurer que les étudiants en situation de handicap, comme les autres, accèdent à ce qu'on appelle le métier d'étudiant, puissent s'affilier pleinement à l'enseignement supérieur, etc., etc. Donc, moi, il me semble qu'un des enjeux, et pour les établissements qui l'ont fait, je trouve que c'est assez intéressant. Je pense à l'Université de Strasbourg, parce que je vois Fabienne en face de moi, avec un article qui a été publié il y a quelques années, avec en particulier Sophie Quesnel. Mais voilà, il y a eu toute une réflexion aussi, comment est-ce que on va solliciter et chercher l'avis, le retour des étudiants. Comment est-ce qu'il y a des questionnaires, des entretiens qui sont menés pour justement pouvoir mesurer aussi cet écart entre le prescrit et le réel. Parce que si on ne demande jamais aux étudiants, en fait, on n'en sait rien. Donc on peut dire des choses, mais qui ne sont pas en tant que telles étayées. Et il y a un enjeu là-dessus, en particulier, je fais le lien avec Charles Gardou aussi, il souligne toujours que les personnes concernées sont des experts de l'intérieur. Et c'est aussi pour ça qu'il faut aller chercher leur avis, qui est évidemment indispensable. Merci beaucoup Marie-Pierre. Leslie Amiot de l'Université de Limoges. Je suis là avec ma collègue du référent handicap Pôle Formation. Moi, je suis enseignant-chercheur en psycho et dans la formation justement à l'éducation inclusive. Et je voulais rebondir justement sur la question du lien entre les services référents handicap et les aspects pédagogiques, parce que on voit bien que quand on essaie d'accompagner les collègues, il y a plusieurs problèmes qui se posent en réalité. C'est la question du temps. On a plus d'étudiants, on a la tête sous l'eau, et c'est aussi de se dire qu'on reçoit des fois une feuille en nous disant faut tel ou tel aménagement pour les enseignants. En tant que responsable de formation, on le reçoit. Après, à nous de diffuser dans les équipes en fait, et finalement on a un aménagement d'examen de tiers-temps ou de prise de notes, etc.
Et en fait, on ne sait pas le pourquoi d'une certaine manière. Alors, on n'a pas besoin de savoir le pourquoi, mais c'est quand on veut transférer aux autres enseignants sur comment aménager et finalement qu'est-ce qui pourrait aider davantage l'étudiant, réellement, on n'a pas les clés si on n'est pas des spécialistes de la question. Et donc, du coup, effectivement, c'est comment on transfère ça, sur quel temps, parce qu'effectivement, on parle de formation professionnelle ou de développement professionnel, mais en réalité, on voit bien que ça se développe pas forcément dans nos universités. On n'a pas le temps pour ça. On parle de regard croisé, mais là encore, c'est comment les enseignants sont valorisés pour co-intervenir éventuellement entre un spécialiste du champ et un non-spécialiste pour les faire monter en expertise. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Bon, j'ai commencé mes propos introductifs en disant que c'était complexe. Donc, on est bien d'accord. On est dans la complexité. Moi, j'aime la complexité, donc il n'y a pas de souci. Mais on voit que, voilà, et après, on va titiller, évidemment. Il me semble que les établissements d'enseignement supérieur sont confrontés à ce que le primaire et le secondaire connaissent depuis longtemps. Voilà. C'est-à-dire qu'on a, je vais un peu tailler à la serpe, mais on a misé sur la compensation individuelle à un moment où il y avait 5000 étudiants, donc ça allait. Il y en a combien? 60 000, 62 000, 64 000, ça va moins bien. Donc, et on voit bien, y compris que quand on a un cours de TD avec 10 aménagements différents, oui, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, etc., etc. Et donc, l'enjeu, l'entrée, la réflexion sur comment est-ce qu'on réfléchit l'accessibilité pédagogique et didactique, pour moi, c'est un moment, puis je pense que ça va être abordé aussi après, c'est une des réponses possibles. Mais en disant ça, je lance un grand principe, et concrètement, comment je fais ? Donc il y a évidemment sensibilisation, formation, il y a ce qui va être travaillé et ce qui est travaillé aussi dans le cadre de l'appel à projet avec ces dimensions-là qui sont intéressantes. Il y a ce que les collègues de Sorbonne Nouvelle ont présenté l'année dernière au moment des JNRH et sur la question du temps dégagé, la première année, sauf erreur, Yvan, tu me détrompes, il y a du temps dégagé pour ça avec des HTD. Il y a ces éléments-là. Et moi, je pense qu'il y a aussi un point d'entrée qui est important. Ne pas minimiser la formation des nouveaux maîtres de conf. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut commencer par un bout. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on commence par tous les bouts et que tout bouge très vite, parce que l'urgence est là, parce que le besoin est là, etc. Mais je pense que, et là, il y a un enjeu de politique d'établissement dans le cadre de la formation continue. Comment on fait, y compris comment est-ce qu'on améliore. Moi, je trouve intéressant, Strasbourg l'a fait, il y a des collègues de Lyon 2 l'a fait aussi, puis il y a eu une restitution en décembre dernier, d'aller questionner les enseignants. Qu'est-ce que vous, à partir d'un questionnaire qui existe, qui est utilisé par ailleurs dans d'autres pays, qu'est-ce que vous faites toujours pour des étudiants en situation de handicap? Toujours, peut-être, jamais. Il faudrait le faire, vous le faites? Non, je le fais jamais. Bon, peut-être qu'on peut commencer par ça. Et qu'est-ce que vous faites pour tous les étudiants? Vous êtes d'accord pour le faire pour l'étudiant qui a un PAEH? Mais l'étudiant qui a le même besoin, qui a d'autres problématiques, par contre, là, c'est plus compliqué. Donc, voilà, il y a tous ces éléments-là qui donnent du sens. L'université inclusive, c'est pas que de la sémantique. C'est à un moment donné, en lien avec les textes internationaux, en lien avec les conférences sur l'enseignement supérieur international aussi, comment est-ce qu'on prend en compte la diversité des apprenants? Et peu importe, quelque part, peu importe la cause qui fait qu'à un moment donné, il y a un besoin. Voilà, cette approche par les besoins éducatifs particuliers, comment est-ce qu'on décatégorise les étudiants par rapport aux apprentissages? Et évidemment, il restera toujours des besoins de compensation spécifiques, etc. Ça ne règle pas. Mais on réarticule ces deux dimensions-là pour que ça permette justement de pouvoir effectivement agir. Parce que c'est ça, en fait, dont on parle. C'est une grosse difficulté, comment on repasse d'un enseignement de masse à un enseignement individuel appliqué à chaque personnalité, à chaque personne et efficace. Et là, on n'a pas gagné, mais on en vient là. Oui, je voulais partager des retours des personnes qui sont à distance et qui font vraiment écho à ce que tu venais de dire, Marie-Pierre. Et ce sont des établissements, non pas des universités, mais des plus petits établissements qui ont réagi. Elsa Espenel, donc, est chargée de la vie étudiante à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, qui réagissait en disant que l'échange de pratiques ne doit pas non plus remplacer les formations et que c'est malheureusement souvent ce qui est fait par manque de formation dédiée. Sarah Crous qui réagissait en disant que le partage de l'information avec les étudiants et ceux qui acceptent de changer leur pratique, c'est le cap le plus difficile.
à son sens. Et enfin, Bruno Vancon ou Vanson, j'ajouterais que la formation devrait précéder l'échange de pratiques. Alors, c'est moi qui me suis peut-être mal exprimée, bien sûr. C'est une évidence là-dessus. Il y a évidemment pas de souci. Hein. Et il faut pouvoir. Et c'est en cela aussi que le service formation continue des établissements d'enseignement supérieur a un rôle important à pouvoir jouer dans cette coopération pour avancer vers l'évolution des pratiques au sein des établissements. Et j'ajouterais que la sensibilisation ne doit pas non plus remplacer la formation, tant que j'y suis, même si elle est très importante. Merci beaucoup Marie-Pierre.